Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le forfait mobilité durable pour les entreprises. Aujourd'hui, nous allons avoir la chance donc d'avoir plusieurs intervenants de qualité. Là, on va attendre encore quelques minutes parce que là, il est 10h57. Volontairement, comme vous avez été nombreux à vous inscrire et on vous en remercie parce que c'est toujours très agréable de voir que les thématiques et les sujets intéressent effectivement les entreprises, mais aussi les différents partenaires et autres inscrits. Donc, on va attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse bien s'inscrire, se connecter, je veux dire. Et alors, n'hésitez pas, je vous le repréciserai tout à l'heure pendant ma petite introduction qui va être très courte. Vous pouvez nous faire des petits commentaires, des interventions via le chat. Donc, n'hésitez pas, que ce soit une question ou alors un petit commentaire. Pas de souci, vous pouvez nous dire tout ça en écrivant sur le chat. Alors, j'espère que tout le monde nous entend bien. Je vous propose d'attendre encore quelques secondes pour attendre encore les quelques personnes participants qui vont pouvoir se connecter. Odile, le son et l'image et le partage a l'air d'être fonctionné très bien. Voilà, Ok, parfait. je te laisse la main. Très bien, merci Fred. Bon webinaire. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, il est 11h. Alors, je vous propose de démarrer. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je vais commencer, ma petite intro. Ça va permettre aux quelques retardataires de se connecter. Je suis ravie, moi, de vous accueillir aujourd'hui sous ce format-là, un digital webinaire où maintenant, c'est devenu un peu un classique et un petit rituel. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de forfait mobilité durable pour les entreprises. Donc avec plusieurs intervenants, je vous présenterai tout à l'heure. Un petit rappel très rapide sur les interventions, en tout cas de la CCI. Nous proposons donc les différents conseillers, chambres de commerce, des premiers niveaux de conseil auprès des entreprises. Sur plusieurs thématiques, donc autour du développement durable, qualité, sécurité, environnement, bien sûr. Donc là, c'est vraiment les thématiques qui nous concernent, mais également donc plein d'autres thématiques autour de l'innovation, stratégie numérique. Alors, on ne va pas tous les énumérer aujourd'hui, sous différents formats, donc des formats webinaires, des formats alors ateliers en présentiel, où là, c'est un peu plus sur du collectif, mais individualisé et personnalisé pour les participants. Et bien sûr, là, depuis quelques temps, on le propose également sous un format digital. On propose encore des pré-diagnostics où on reste vraiment sur un état des lieux, de la structure sur différentes thématiques. Et enfin, ce qu'on propose également, c'est des demi-journées de conseil. Donc là, c'est avec des experts, avec des bureaux d'études, où on peut avoir une prise en charge de 60% grâce à un financement de l'ADEME. Et ensuite, on a des possibilités de faire des accompagnements personnalisés, individuels, évidemment. Là, on va faire un petit focus sur les webinaires et sur les ateliers. Donc,
suite à notre webinaire d'aujourd'hui. Un webinaire le 8 décembre, donc là qui sera proposé avec ma collègue de la CCI de la Drôme, vraiment sur un partage de bonnes pratiques mobilité en entreprise avec des intervenants voilà, qui sont un peu plus sur le territoire de la Drôme, mais je pense avec des partages, en tout cas d'entreprises qui seront très, très intéressantes pour tout le monde, même en dehors de ce territoire. Ensuite, on continuera avec le 17 décembre, là vraiment l'atelier qui est vraiment une continuité de ce webinaire d'aujourd'hui sur le forfait mobilité durable, donc avec une intervention donc, de 1 km à pied, donc Laure Wagner plutôt 1 km à pied, et on proposera en 2021, donc là on continuera sur notre lignée de webinaires, entre autres sur un webinaire avec la mobilité électrique et des aides possibles, mais voilà, on continuera avec plusieurs autres webinaires. Là, j'ai pas tout mentionné et ça va se construire au fur et à mesure. Je me suis permise de vous rappeler qu'il était possible de voir des webinaires en replay, que ce soit nos propres webinaires, mais aussi d'autres webinaires. Et entre autres, là, j'ai partagé un webinaire donc, de Ecodev qui était vraiment sur des retours d'expérience sur le forfait mobilité durable. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et je trouvais que ça pouvait compléter notre webinaire d'aujourd'hui. On propose également d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Entre autres, j'en ai mentionné un là, le 4 décembre sur la gestion des déchets, prévention et optimisation. Voilà. Petit rappel déjà sur ce webinaire. Donc déjà, je redis un petit bonjour à ceux qui nous ont rejoints au cours de mon introduction. Vous pouvez évidemment intervenir sous le format du chat et des questions. N'hésitez pas à intervenir, à poser toutes vos questions. Cette présentation vous sera renvoyée ensuite sous format mail. Et ensuite, évidemment, c'est enregistré pour que ce soit rediffusable ensuite en replay. Voilà, donc je vais me permettre de présenter rapidement donc, mes intervenants donc pour ce webinaire. Donc, on a la chance d'avoir donc 2 personnes du ministère de la Transition écologique, donc sous la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, avec Julie Gozlan et Charles Simone. Ensuite, Laure Wagner de 1 km à pied. Ensuite, Denis Sada de Better Way. Et on aura un petit temps pour les questions-réponses. On pourra aller un petit peu plus en détail vraiment sur ces questions-réponses. Moi, j'essaierai de me faire la maîtresse du temps. Donc, pour ne pas déborder sur le temps qui m'est imparti, je vais laisser la parole tout de suite donc, à Julie Gozlan et Charles Simone. Julie, on vous voit. Oui, ok. Très bien, on vous entend, je vous laisse. Alors bonjour, bonjour à tous. Julie Gozlan au ministère de la Transition écologique, comme vous l'a rappelé Odile. Donc ceux qui n'étaient pas au premier webinaire qu'on avait fait, je crois, en mars sur le sujet du forfait mobilité durable. Donc les choses ont un petit peu avancé. Et fort heureusement. Donc, on va refaire un petit focus sur le forfait, donc qui a été créé par la LOM, Loi d'orientation des mobilités, promulguée en décembre dernier. Le forfait mobilité durable, donc on le retrouve à l'article 82 de la LOM. Avec tout un tas de dispositions. Une première partie, on va dire, sur ce que doivent faire les entreprises en matière de négociation, et une autre partie sur concrètement qu'est-ce que c'est le forfait mobilité durable. Du coup, on peut passer la slide d'après. Et encore d'après. Voilà. Non, du coup, la slide d'avant, pardon. Sur les négociations. Donc l'article 82 rentrait en vigueur le 1er janvier 2020 pour la partie dialogue social. En fait, ce que le législateur a voulu, c'était de mettre au centre des négociations vraiment ce sujet des déplacements domicile-travail, et donc oblige depuis le 1er janvier 2020
toutes les entreprises qui ont l'obligation de faire des négociations annuelles dans le cadre de la qualité de vie au travail et l'égalité femmes-hommes, de discuter du sujet domicile-travail. Parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le sujet, comme cet article est entré en vigueur au 1er janvier, savoir si ces ANAO devaient être disons négociés avant le 31 décembre. Ce n'est pas le cas, c'est au moment de ces négociations. Et donc évidemment, dans le cadre de ces discussions, le FMD fait partie du sujet. Toutes les entreprises en fait de plus de 50 salariés qui sont sur un même site, qui n'auront pas trouvé d'accord sur le sujet de la mobilité domicile-travail, devront faire un plan de mobilité employeur. Donc voilà, avant, dans la loi transition écologique, toutes les entreprises de plus de 100 salariés avaient l'obligation d'établir un plan de mobilité. La LOM donc, a écrasé cette disposition. Et du coup, on passe par cet article 82. Et donc, si les entreprises n'arrivent pas à tomber d'accord, elles devront faire un plan de mobilité. Du coup, pour rentrer, donc on va passer à la slide d'après, pour rentrer un peu plus en détail sur le sujet du forfait mobilité durable. Donc, c'est un dispositif qui est facultatif, qui s'applique aussi bien pour les entreprises privées que pour les entreprises publiques, disons pour le secteur public, on va dire. Ce dispositif, donc, il est là vraiment pour encourager les salariés à utiliser d'autres modes de transport que la voiture individuelle. Donc en fait, si les employeurs ont pris la décision de mettre en œuvre ce forfait mobilité durable, donc évidemment selon des modalités que l'employeur aura décidées, le champ peut être assez vaste, mais disons que les modes concernés pour aller de chez soi au travail sont donc essentiellement le vélo et le covoiturage. Et on a rajouté en fait dans la loi d'orientation des mobilités les tickets de transport en commun, évidemment pour tous les salariés qui n'ont pas déjà d'abonnement de transport en commun, et d'autres services de mobilité partagés comme l'autopartage électrique par exemple, ou des services de vélo en location, ou de trottinettes ou de scooters électriques. La LOM dit que le montant maximum d'exonération donc pour les employeurs et pour les salariés est de 400 €. Et là, dans le cadre des discussions du projet de loi de finances, on passe ce montant à 500 €, qui sera donc applicable au 1er janvier. Donc pour le privé, on est à ce montant-là. Donc c'est vraiment pour tous les déplacements, donc domicile-travail. Ça n'inclut pas les déplacements professionnels, c'est vraiment les trajets domicile-travail. C'est un dispositif facultatif, donc exonéré de cotisations sociales. Les salariés ont la possibilité de cumuler ce forfait mobilité durable avec les transports en commun. Tout ça toujours dans la limite, en fait, entre 400 € et le montant maximal du remboursement des abonnements transports en commun. Et donc pareil, au 1er janvier, ce montant qui était de 400 € dans la LOM passera à 500 € au 1er janvier. Pour l'État, le dispositif est un petit peu différent, puisque le montant du forfait est de 200 € et par contre le dispositif, lui, est obligatoire. C'est-à-dire que tout agent de l'État qui demanderait à son employeur le forfait, l'État serait dans l'obligation de le de le donner. On peut passer à la slide d'après. Donc dans la LOM, donc je vous disais qu'il y avait cet article 82 avec en première partie les ANAO, en deuxième partie le forfait. On a un article qui est juste après, donc l'article 83, qui nous dit qu'à l'été, on doit réaliser un bilan des accords passés en entreprise. Et en fait, suite à ce bilan, donc on devra faire à l'été, on se donne 6 mois à partir de l'été pour analyser ces accords et voir si le dispositif du forfait, notamment, ou les dispositions qui ont été prises dans les entreprises sont suffisantes. Donc on voit bien voilà, que les propositions notamment de la Convention citoyenne
qui proposent un forfait obligatoire, par exemple, ont bien le lieu d'être. Et du coup, on se donne la possibilité donc de prendre de nouvelles dispositions en fin d'année prochaine. On a mis dans les slides quelques exemples. Donc voilà, donc pourquoi pas intégrer de nouveaux modes de transport ou alors de rendre le forfait obligatoire. Donc je disais en début de webinaire, donc les négociations obligatoires s'appliquaient donc dès le 1er janvier. Par contre, pour la mise en œuvre du forfait, il faut des décrets d'application. Donc il y a des premiers décrets qui sont parus au 11 mai. Donc on va passer à la slide d'après. Les décrets d'application pour les employeurs privés, donc il y a les références là sur la slide. Il décrit donc les services qui sont éligibles au forfait, les modalités pour les salariés à temps partiel ou qui ont plusieurs employeurs. Vous trouverez donc, on a mis aussi le lien donc sur la slide d'un document pédagogique qui explique en fait un peu toutes les modalités, tous les modes de transport inclus si vous voulez plus du détail. Donc on peut passer à la slide d'après. Pour les employeurs publics, donc là c'est un petit sujet. Donc je disais que pour l'État, le montant est de 200 €. C'est un dispositif qui est, lui, obligatoire, mais qui n'intègre, contrairement au secteur privé, uniquement le vélo et le covoiturage. Et à notre à notre grande dame, qui n'est pas cumulable avec les abonnements de transport collectif. Donc à ce jour, seul le décret d'application fonction publique d'État est paru, donc au même moment que le décret d'application dans le secteur privé, et devrait paraître vraiment ces jours-ci. On espérait pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui, mais c'est pas encore sorti. Les décrets dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Ce que je peux juste vous dire, c'est que ces décrets ont été calqués vraiment sur le même modèle que la fonction publique d'État. Donc, sous réserve d'une surprise, mais normalement, on devrait avoir le même modèle, c'est-à-dire 200 € vélo et covoiturage, et pas de cumul avec les transports collectifs. Voilà, je pense que je peux laisser la parole. Ah oui, bah non, il reste évidemment, pardon, un dernier décret qui a été un peu une petite innovation dans la LOM, qui est le dispositif titre mobilité, qui reste donc juste une possibilité en fait pour l'employeur de verser ce forfait mobilité durable sous la forme d'un titre mobilité. Alors, le décret d'application de ce titre mobilité n'est pas encore sorti. Comme c'est écrit dans la slide, c'est la DGCCRF qui pilote ce texte. Et on espère une parution d'ici le premier semestre 2021. Mais juste ce que je tiens à dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de ce décret pour que les employeurs se saisissent du forfait mobilité durable. Les employeurs peuvent d'ores et déjà aujourd'hui verser le forfait mobilité durable, donc sous la forme d'un titre mobilité, mais peuvent quand même le verser. Le titre mobilité reste uniquement une possibilité de verser ce forfait mobilité durable sur le modèle des titres restaurants. Mais du coup, tant qu'on n'a pas ce décret, on ne pourra pas avoir exactement les contours. Et alors, donc, je vois une slide d'après où on a mis juste en exemple, parce que ça, on a eu beaucoup de questions sur comment on contrôle les déplacements des salariés. Donc, le décret en toute application du forfait mobilité durable dans le secteur privé et dans le secteur public dit uniquement qu'à minima, il faut au moins une fois par an une attestation sur l'honneur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver aussi sur le site de l'URSSAF. Il n'y a théoriquement, à part si les employeurs en décident autrement, le contrôle minimal et une attestation sur l'honneur. Donc après, pour le covoiturage, Charles en parlera tout à l'heure,
il y a des choses un peu plus précises, notamment des attestations issues du registre de preuve de covoiturage. Et évidemment, si une entreprise décide de rembourser, par exemple, l'achat d'un vélo ou des abonnements à un service de trottinette en free floating, là, évidemment, il y a des factures qui peuvent être demandées. Mais j'insiste sur le fait que le texte, le décret d'application ne parle uniquement d'attestation sur l'honneur. Voilà, je peux laisser la parole à Charles Simonet pour la Oui, suite très bien. des dispositifs. Très bien, merci Julie. Alors Charles, il vous reste voilà, quelques minutes du coup pour votre Ouais, intervention. bah, c'est parfait. Bonjour à tous. Merci Julie pour ces rappels donc, sur le cadre législatif et réglementaire donc, du forfait mobilité. Moi, je vais vous parler du coup des dispositifs et actions qui existent en marge de ce cadre réglementaire pour déployer le forfait le mieux possible et dans le plus d'entreprises, parce que comme Julie l'a rappelé, pour l'instant, le dispositif est facultatif. Et voilà, le but, c'est d'inciter le plus possible les entreprises à le mettre en place. Alors, donc, premier dispositif, c'est notamment donc, les programmes de certificats d'économie d'énergie. Donc, il y a un certain nombre de programmes de certificats d'économie d'énergie, donc 32 au total, qui portent sur la mobilité et certains concourent à déployer le forfait mobilité dans les entreprises ou administrations. Donc, pour rappel, donc, ce dispositif de certificat d'économie d'énergie est basé sur une obligation des fournisseurs d'énergie à réaliser des économies via le financement d'actions, et donc ici, financement d'actions dans la mobilité. Donc là, j'ai pris 4 exemples de programmes qui existent. Donc le premier, c'est Tous Covoitureurs, donc porté par l'opérateur de covoiturage Klaxit, et qui consiste à mettre en place des dispositifs d'incitation au covoiturage dans les entreprises et administrations. Donc ce programme, il repose en 3 axes, qui sont un axe de communication, un axe de sensibilisation et un dernier axe d'incitation, donc notamment financière, pour les trajets réalisés par les salariés sur un déplacement domicile-travail. Un deuxième programme, si on peut rester sur celle-là. Un deuxième programme est cette fois-ci sur du vélo, donc le programme Au Vélo porté par Énergie Demain, donc qui consiste à promouvoir donc le vélo sur les trajets domicile-travail, donc le vélo à assistance électrique en particulier, avec des objectifs assez précis qui sont notamment de sensibiliser 450 entreprises et d'aider ces entreprises à mettre en place des plans de mobilité et à intégrer le vélo dans leur plan de mobilité. Un troisième, donc, qui est Mon Compte Mobilité, qui lui, encore différent des deux autres, consiste à la mise en place d'une plateforme de services qui répertorie qui centralise et répertorie tous les droits de mobilité des salariés, donc l'ensemble des données qu'ils possèdent, et qui permet donc aux entreprises de gérer sa politique mobilité, qui permet aux collectivités d'assurer des politiques d'incitation et aux citoyens d'avoir accès à leurs droits et de pouvoir les utiliser auprès des différents offreurs de services. Le quatrième dont je vais vous parler est le programme Mobiprox, donc qui lui, cette fois-ci, porté par la Fédération des professionnels de la micromobilité, permet notamment d'éclairer, en fait, il s'agit d'un recueil de données sur la micromobilité, car ce sont des services qui sont tout récents, donc qui datent de quelques années à peine, et ça permet de récupérer un certain nombre de données afin d'éclairer, à mettre en place des orientations stratégiques pour les entreprises qui souhaiteraient mettre en place des plans de mobilité employeurs. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous les autres programmes qui existent, certificats d'économie d'énergie, donc sur la page dédiée sur notre site France Mobilité. Donc je vous ai mis le lien en bas de page. Deuxième outil donc, qui permet de déployer notamment sur Mobilité, c'est le registre de preuve de covoiturage, dont Julie en a touché 2 mots tout à l'heure. Donc ce registre de preuve, il consiste, donc si je peux la faire simple et rapide, à certifier des trajets réalisés en covoiturage et permettre ainsi de délivrer des attestations et des justificatifs de covoiturage aux employeurs et aux collectivités qui souhaiteraient mettre en place des dispositifs d'incitation financière ou non. Voilà, le registre n'est pas seulement un distributeur d'attestation, il permet aussi d'éclairer sur des questions juridiques, donc avec la foire aux questions,
Il a aussi un volet statistique qui est en cours de développement et qui comporte un certain nombre de données intéressantes déjà, donc sur les quantités de CO2 économisées, sur les taux de remplissage des véhicules lors des trajets en covoiturage, sur le nombre de trajets effectués. Donc voilà, donc tout ça venant des données que les opérateurs de covoiturage, donc les plateformes, versent dans le registre de preuves directement. Donc voilà, cela permet d'avoir des justificatifs et comme juste pour revenir sur ces justificatifs, on peut donc en avoir pour le forfait mobilité durable. Donc c'est le registre de preuves qui va fournir à l'opérateur ou aux opérateurs de covoiturage des justificatifs sur les déplacements effectués par une personne. Et ensuite, cette personne pourra récupérer une attestation qu'il pourra fournir à son employeur, si l'employeur demande un justificatif venant du registre de preuves. Si l'employeur demande seulement une attestation sur l'honneur, donc ce qui est le justificatif minimum, le registre de preuves a mis en place aussi un générateur d'attestation sur l'honneur, donc que n'importe quel citoyen salarié peut venir sur le site attestation, donc là, il peut se trouver sur le site du registre de preuves de covoiturage et générer une attestation sur l'honneur en rentrant quelques informations sur le nombre de trajets, pourquoi pas, sur les distances parcourues, etc. Et du coup, en dernier lieu, donc là, ce sont les outils que nous, on a mis en place. Et puis sinon, bah, il y a tous les outils mis en place par l'écosystème qui est très engagé sur ce sujet et dont vous aurez des présentations juste après avec Laure et Denis sur un kilomètre à pied et Betterway. Voilà, là, je vous ai mis aussi quelques exemples de solutions qui sont référencées sur notre plateforme France Mobilité. Donc, par exemple, pour les diagnostics et plans de mobilité, avec des soutiens donc, de l'ADEME et des soutiens de 1 km à pied. Pour la gestion du forfait mobilité, donc on a des startups comme Skipper et Betterway qui permettent à l'entreprise de gérer cet aspect-là. Et aussi donc on a parlé du registre de preuves de covoiturage. Et il existe aussi des startups telles que YouInBike qui permettent d'attester donc permettent de fournir une preuve de pédalage pour le salarié. Je vous remercie pour votre écoute. C'est bon pour moi. Merci Charles. Merci Charles et Julie du coup pour cette intervention. Alors on a eu de nombreuses questions, donc on va les garder effectivement pour la fin. Merci en tout cas pour vos questions et vos commentaires. On y reviendra juste après les interventions de Laure et Denis. Alors Laure, du coup, est-ce qu'on vous entend? Du coup, vous vouliez essayer de prendre la main. Je vais essayer de vous la passer, mais peut-être ce sera plus fluide, sinon on fait comme ça, mais c'est vrai que je voyais pas le bouton, je crois que j'ai pas la main. Non, c'est moi en fait qui doit le lancer. Écoutez, peut-être ça ira peut-être plus vite, effectivement, si on le fait comme ça. Alors, bonjour à tous. Donc, Laure Wagner, ça fait 13 ans que je suis dans la mobilité durable. D'abord 2 ans pour le ministère de l'écologie, puis 11 ans chez Blablacar. Et j'ai lancé en janvier 1 km à pied, qui n'est pas une appli de marche, mais un service d'analyse et d'optimisation des trajets domicile-travail, justement. Donc, slide suivant. Voilà. Donc, pourquoi je m'intéresse depuis tout ce temps au transport? C'est qu'en fait, dans le climat, ça pèse lourd. Vous voyez, les émissions de CO2 en France, un tiers, le gros bloc bleu à gauche, ce sont les transports. Et quand on creuse un petit peu ce bloc transport, on se rend compte qu'à droite, ce sont les voitures particulières qui pèsent le plus lourd. Et je vous le donne dans le mille, les trajets domicile-travail structurent tous les autres. Et donc, quand on a 75% des actifs français qui font leur trajet domicile-travail en voiture, eh bien, vous vous rendez bien compte ici que ça pèse lourd. Et dans le même temps, slide suivant, on a affaire à une crise climatique terrible. Vous avez dû lire ce genre d'article. Les années à venir seront les plus déterminantes de notre histoire. L'appel de 11 000 scientifiques pour éviter les souffrances indescriptibles. Donc, clairement, on a un enjeu de réduire massivement les émissions de CO2 et dans le même temps, les voitures particulières pèsent très lourd. D'où, slide suivant, l'urgence. C'est toujours bien de remettre un petit peu des chiffres parce qu'on parle d'urgence, mais tout le monde n'a pas forcément ces dates en tête. Donc, quel est le scénario sur lequel on est actuellement? C'est le rouge. Nous, humains, émettons de plus en plus d'émissions de CO2. Chaque année, elles augmentent de 3%, même depuis les COP, depuis les accords qu'on a pu signer, ça continue d'augmenter malheureusement. Et on va atteindre du coup un réchauffement du climat de environ 1,5 degré de trop autour de 2030, donc dans 10 ans pile poil. Et slide suivant, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est aller chatouiller les 2 degrés. Parce qu'à 2 degrés de trop,
les scientifiques nous disent qu'il ferait environ 55 degrés en France sur les pics de canicule, ce qui serait rien par rapport à d'autres régions du monde autour de l'équateur qui deviendraient carrément invivables, des canicules létales, ce qui entraînerait des migrations massives. Et en plus, c'est le moment où le permafrost fondrait et libérerait des milliards de tonnes de méthane. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas rester sur ce schéma-là et, comme l'appelle le GIEC, la ligne verte, la ligne verte, de tout faire pour stabiliser le climat à 1,5 degré de trop. Donc là c'est quasiment, c'est écrit, c'est sûr qu'on va y aller d'ici 2030, mais de réduire massivement nos émissions pour qu'on stabilise ensuite à 1,5 degré ad vitam aeternam et qu'on n'aille pas dans ces scénarios qui seraient très très mauvais pour l'humanité, évidemment. Donc slide suivant, 6 degrés de trop en 80 ans, parce que c'est le scénario business as usual si on ne change rien. Vous voyez, on est en 2020, on est actuellement à un réchauffement de plus 1,1 degré et on va vers une fin du siècle à plus 7 degrés, comme le dit le CNRS, et donc on va se prendre une augmentation probable de 6 degrés si on ne change rien, alors qu'on dit que la Terre a toujours connu des cycles, mais en fait, les cycles naturels, là, on n'y est plus du tout. Les cycles naturels, c'est sur des milliers d'années. Et donc, on voit que la dernière fois que le climat s'est réchauffé, entre la dernière ère glaciaire et aujourd'hui, la Terre ne s'est réchauffée que de 5 degrés en plus de 10 000 ans. Et donc là, la faune, la flore peut s'adapter, les humains aussi. Mais là, 6 degrés en 80 ans, c'est du jamais vu sur Terre. Et donc, ça pourrait entraîner désertification, pénurie d'eau douce, rendements agricoles bas, etc. Slide suivant. Voilà, on va zoomer maintenant sur les transports, parce qu'on a bien compris l'enjeu. Et donc, j'ai un quiz pour vous sur les transports. Quelle est la part des Français qui utilisent la voiture pour leur trajet domicile-travail? Je l'ai dit tout à l'heure, si vous étiez attentifs. Alors, je vous laisse 10 secondes pour répondre. Est-ce que c'est 35, 55, 65 ou 75% des actifs français qui utilisent leur voiture au quotidien pour leur trajet domicile-travail? Allez, 3, 2, 1, réponse. Ouais, très bien. Certains ont bien écouté. Alors, ouais, selon les études, l'INSEE dit 70, l'IFOP dit 74, et là, c'était Ipsos 75. Mais bon. Donc, c'est 75% des actifs français qui prennent leur voiture au quotidien. Alors, cette question suivante. Ah oui, petit slide pour vous montrer que, d'ailleurs, la voiture est aussi majoritaire sur les trajets courts. Et c'est donc là qu'on se rend compte qu'on peut agir. Ça n'est pas écrit dans le marbre que la voiture doit être utilisée pour tous ces trajets, puisque il y a énormément de trajets courts qui pourraient basculer sur d'autres modes. Slide suivant. Quelle est la part des Français non éligibles au télétravail? Est-ce que c'est 30% des Français qui ne pourront jamais télétravailler, 40%, 50% ou 60% des actifs français qui ne pourront jamais faire de télétravail? Pas parce que leur entreprise ne l'a pas mis en place, mais parce que leur métier n'est pas compatible avec le télétravail. Ce sont des employés de terrain. Allez, 3, 2, 1, réponse. Ah là là, là vous êtes loin du compte. Réponse du coup. En fait, ce sont 60% des actifs français qui ne sont pas du tout éligibles au télétravail dans la santé, l'énergie, transport, hôtellerie, restauration, retail, services publics, BTP, éducation. Et slide suivant, on va même voir que c'est une étude de la Fondation Concorde. En fait, 26% des actifs sont éligibles au télétravail, le 26% de gauche. 14% sont difficilement éligibles, mais avec aménagement. C'est ce qu'on a connu pendant certaines personnes ont pu en faire un petit peu en groupant leur travail administratif sur une journée, mais globalement, leur métier, par exemple, un chirurgien, voilà, va pouvoir faire une journée de télétravail de temps à autre, mais globalement, il est au bloc quand même. Et 60% du coup ne sont pas du tout éligibles. Donc, conclusion de ça, on ne peut pas compter sur le télétravail pour réduire massivement l'impact des trajets domicile-travail. Slide suivant. Combien de personnes par voiture en moyenne sur les trajets domicile-travail? Est-ce qu'il y a une personne par voiture, 1,08, 1,9 ou 3,4 personnes par voiture sur les trajets domicile-travail? Allez, 3, 2, 1, réponse. Ah, pas mal. Bon, on était presque. C'est 1,08 personnes. C'est un chiffre du BIP qu'il a sorti pour Blablacar, Blablalines il y a 2 ans. 1,9, c'est sur les trajets longue distance, si certains hésitaient. Mais voilà, sur les trajets domicile-travail, c'est vraiment les voitures sont vides. D'ailleurs,
parce que je suis une ancienne de Blablacar, on disait qu'effectivement, la population française pourrait s'asseoir dans les voitures matin et soir, puisque quand on prend le nombre de voitures x 4 places disponibles, on arrive sur 60 millions de places matin et soir. Donc, il y a vraiment un gros enjeu sur le covoiturage. Slide suivant. Récapitulons l'équation. Donc, la distance moyenne en France est de 16 km. C'est une distance qui actuellement n'est pas cyclable ni marchable. C'est la raison pour laquelle 75% des actifs français font leur trajet en voiture aujourd'hui, 5 jours par semaine traditionnellement. Et on l'a vu, ce n'est pas sur la fréquence qu'on va pouvoir jouer puisque 3/4 des Français doivent faire leur trajet. Donc, il fallait un changement. Il faut revoir complètement l'équation. Et pour ça, il faut que toutes les entreprises puissent avoir accès et calculer, avoir cette distance, connaître par cœur la distance moyenne parcourue par leurs salariés et avoir une idée claire de cette équation pour chaque salarié. Alors, c'est là que je vais vous parler un petit peu d'un kilomètre à pied. Donc, on a décidé d'accélérer la transition des mobilités avec un outil hyper simple. C'est le suivant, voilà, qui permet d'accélérer la démarche sur les 3 métiers vraiment nécessaires, de faire de la data. Il faut vraiment savoir aujourd'hui comment viennent vos employés. Deuxièmement, traduire la data avec une expertise mobilité de manière très intelligible pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'on en déduit, ce qu'on en comprend de ce diagnostic. Et enfin, faire une bonne communication interne basée sur des nudges avec un kit de com déjà prêt au déploiement. Et on vous livre tout ça en 48 heures. Alors, ça nous a pris du temps à nous de développer tout ça. C'est basé sur de l'open data, on peut calculer tous les trajets en transport en commun, vélo, etc. Alors que la méthode traditionnelle, si vous faites des enquêtes de terrain qui sont longues, vraiment très chronophages et en plus biaisées puisque tout le monde ne répond pas, ensuite comprendre ce qu'on va faire de ces chiffres-là, ensuite faire votre propre com interne, c'est des projets qui prenaient environ 12 mois, 8 à 12 mois simplement pour déboucher sur les idées sur ce qu'on allait faire. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de gagner du temps sur les idées et le programme pour vous libérer du temps pour passer plus vite à l'action. Slide suivant. Donc, concrètement, on vous propose 3 étapes pour alléger les trajets. Premièrement, un gros diagnostic qu'on fait sur la base de votre fichier RH avec l'adresse des salariés. Deuxièmement, le plan de mobilité employeur qu'on vient chiffrer. Donc, chaque petite pastille rouge, voilà, c'est le nombre de salariés qui vont pouvoir venir à pied, à vélo, ceux à qui on a trouvé une alternative en transport en commun, ceux qui sont à longue distance en voiture, qui seraient du coup vraiment le cœur de cible pour le covoiturage. Et la 3e étape, c'est seulement pour les services publics, les collectivités et les grands groupes multisites où on va trouver en fait quel employé de terrain pourrait être muté vers un établissement plus proche de chez lui pour réduire directement la distance parcourue. Et même si c'est en voiture, il vaut mieux faire 6 km en voiture que 35 km en voiture. Donc, c'est aussi un moyen en réduisant les distances d'alléger le poids des transports. Slide suivant. Donc, concrètement, voilà ce qu'obtiennent nos clients. Un tableau de bord qui récapitule toutes les actions que vous pouvez faire pour réduire la fréquence des trajets, pour ceux qui peuvent, voilà, qui pourrait changer de mode. Et donc, on vient vraiment vous éclairer sur, prenons le vélo, combien de salariés sont à distance cyclable et ont plus de 50% de pistes cyclables, dans quelle équipe ils sont, est-ce qu'ils ne sont pas des itinérants, etc. Ce qui permet, voilà, en entonnoir, de vraiment trouver votre cœur de cible pour bien cibler vos actions. Et slide suivant. Une fois que, justement, vous avez votre vue d'ensemble, c'est là que vous pouvez passer à l'action. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire d'animation, d'événements, de matériel à mettre en place, mais il y a aussi du coup le forfait mobilité durable qui est le sujet du jour. Et donc, sur ces 2 gros piliers, vélo et covoiturage, on va pouvoir vous chiffrer justement et vous permettre de prévoir l'enveloppe budgétaire pour le forfait mobilité durable que vous pourrez ensuite déployer avec un acteur du type de ce que Denis va vous présenter maintenant avec Betterway. Merci. Merci Laure pour cette présentation claire et dynamique. Denis, peut-être si vous pouvez du coup intervenir pour la suite. Voilà. Je suis en train de me connecter. Bonjour à tous et merci pour les précédentes interventions. J'espère qu'il y aura plein de questions. Il y en a plein, oui. Ça tombe bien. Alors, je vais le faire en 10 minutes, comme ça on laisse un maximum de questions. Donc, je suis Denis Saada, je suis le cofondateur de Betterway. Betterway, c'est la première carte de paiement dédiée à la mobilité. Donc, Julie en a parlé tout à l'heure, et Charles aussi. On est une solution pour mettre en place le forfait mobilité durable, mais pas que, pour vous accompagner, pour accompagner les entreprises dans l'ensemble des enjeux de mobilité. Alors, ces enjeux de mobilité, quels sont-elles? Nous, ça fait 1 an qu'on existe, on rencontre énormément d'entreprises et on voit qu'il y a des enjeux à tous les niveaux de l'entreprise. D'abord, il y a les enjeux RH. 35% des démissions de l'entreprise sont liées à une mauvaise expérience du domicile travail. Donc, ça fait réfléchir quand on sait combien coûte
le fait de recruter ou le fait de former des nouveaux salariés. Évidemment, il y a un enjeu écologique et Laure en a parlé dans son ensemble, mais quand on regarde côté entreprise, aujourd'hui, on considère que l'impact carbone de la mobilité des salariés, c'est 30%. Et encore 30%, c'est la moyenne, c'est-à-dire que quand vous allez cibler des entreprises ou parler à des entreprises qui sont plus des entreprises du tertiaire, du conseil par exemple, etc., vous arrivez quelquefois à des 60-70% d'impact de la mobilité dans le bilan carbone de l'entreprise. Et puis, il y a deux enjeux un peu plus proches de nous, en tout cas qui sont accélérés. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a fait la une de pas mal de journaux. Il y a eu un développement très fort du vélo et des nouvelles mobilités ces derniers mois. Ça a fait x2, x3. Donc aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant, en fait, ce n'est plus un phénomène isolé, les gens qui viennent à vélo au travail, mais là, on voit que mon local vélo est de plus en plus occupé. Et puis, le dernier point qui fait que cette prise en compte de la mobilité s'accélère dans les entreprises, c'est que la mobilité devient un sujet obligatoire des négociations avec les IRP dans les NAO. Et nous, on a eu énormément d'entreprises qui nous ont appelés, de clients qui nous ont appelés début septembre ou en octobre, en nous disant, bon, on est en train de préparer nos NAO, on sait que nos IRP vont nous demander des choses sur la mobilité, notamment la mise en œuvre du forfait mobilité durable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, on a des solutions pour les aider. Slide suivante. Alors, le forfait mobilité durable, on en a parlé, mais assez brièvement, je voulais juste rappeler concrètement de quoi on parlait. Donc, et pourquoi ça séduit aujourd'hui les entreprises? Ça séduit les entreprises parce qu'elles trouvent ça économique. Économique, on a la possibilité de défiscaliser jusqu'à 500 €. Alors, certains avaient peut-être le chiffre de 400 €. Le chiffre va passer début 2021, donc c'est pour ça que je l'ai marqué ici, à 500 €. Donc, ça a été décidé dans la loi de finances là récemment. Donc, ces 500 € sont totalement défiscalisés et dénués de cotisations sociales. Autrement dit, que ce soit pour le salarié ou pour l'employeur, quand vous allez donner les 500 € à votre salarié, vous, en tant qu'employeur, ça va vous coûter 500 € et le salarié, dans sa poche, aura 500 € pour sa mobilité. Le deuxième sujet qui plaît énormément aux entreprises aujourd'hui par rapport à énormément d'autres solutions de mobilité, c'est son aspect taille unique. En fait, que votre salarié ait un vélo personnel, il a déjà un vélo ou il a envie de s'acheter un vélo, qui veut s'acheter un vélo mécanique ou un vélo électrique, qui veuille d'ailleurs s'acheter plutôt des accessoires ou se l'assurer, mais aussi qu'il ait envie de prendre des mobilités partagées comme du covoiturage, on en a parlé, mais aussi des mobilités partagées, donc par exemple de l'autopartage, des trottinettes en partage. Il y a des gens qui sont dans des grandes métropoles, je sais qu'il y a des Lyonnais chez nous, ou en face de nous, ou du transport en commun à l'unité. Bref, l'aspect finalement de couverture de l'ensemble de la filière mobilité durable est quelque chose qui plaît. Et c'est aussi facile à déployer. Mais facile à déployer, ça dépend pour les entreprises. Je finis juste, Odile, une seconde. Certaines entreprises, et c'est la partie droite de mon slide avec le monsieur ou la personne qui se noie derrière les factures, si vous voulez le déployer en vérifiant, en validant les factures et en vérifiant que le forfait a bien été utilisé à bon escient, pour pouvoir à la fois juguler sa dépense et aussi vérifier que c'est bien, ça contribue bien à vos objectifs carbone, eh bien ça peut être très compliqué. Et c'est là où on s'est attaqué à ce problème-là. La slide suivante. Donc nous, on a créé la première carte de paiement dédiée à la mobilité. Donc concrètement, c'est très simple. Notre objectif, c'est de simplifier la vie de l'entreprise et du collaborateur. Donc c'est très simple. On propose à l'entreprise de créer un compte mobilité, donc il crée un compte d'entreprise. Et nous, on va éditer des cartes de paiement pour chacun des salariés. Donc chaque salarié va pouvoir payer un peu sur un modèle de titre restaurant que vous connaissez, mais c'est pas un titre mobilité, c'est quelque chose d'autre. Eh bien, chaque salarié va pouvoir payer. Donc nous, on agit en tant que tiers de confiance, donc on est capable de dire oui ou non, la dépense a bien été réalisée pour de la mobilité durable. Et puis, donc le salarié, s'il prend sa carte et qu'il va s'acheter un sandwich à la boulangerie, le paiement sera refusé. Et puis, on est également là pour gérer les comptes
Et le dernier point, puisqu'on a un mandat bancaire, on a la capacité de voir l'ensemble des justificatifs de paiement et de vous proposer, vous, entreprise, de télécharger l'ensemble des justificatifs pour pouvoir ensuite agrémenter votre paye, votre comptabilité, votre bilan carbone ou le présenter à des contrôleurs qui seraient pointilleux et qui voudraient voir que l'argent que vous avez distribué à vos salariés a bien été utilisé à bon escient. Vous pouvez continuer. Donc, on a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on est universel, donc on est accepté strictement partout. On a plus de 5000 marchands de mobilité qui acceptent la carte Betterway. Donc, c'est les magasins de vélo, des réparateurs de vélos, mais aussi des opérateurs de transport en commun chez qui vous pouvez acheter de l'abonnement de transport ou du transport unitaire, mais aussi des opérateurs de mobilité partagée. Donc, on a parlé du covoiturage. Donc, on en a cité certains ici dans cette slide, mais pas tous. Des trottinettes en partage, etc., etc. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage dont je voulais vous parler, c'est que tu peux passer à la suite. C'est que on a essayé de couvrir, on a essayé de couvrir l'ensemble des cas d'usage. Donc l'idée, c'est de vous dire, non seulement Betterway, c'est une carte de paiement, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais c'est aussi donc, qui va vous permettre d'acheter en magasin, en borne ou sur Internet. Donc, vous allez s'acheter un vélo ou aller s'acheter un carnet de type de transport dans une borne, comme il en existe beaucoup, ou s'acheter un casque sur Internet, il peut le faire avec la carte Betterway. Le deuxième point qu'on a développé, c'est la possibilité de déclarer en ligne des indemnités kilométriques vélo. Donc, vous avez le droit, dans le cadre du forfait mobilité durable, de proposer des indemnités kilométriques vélo comme une possibilité de dépense du forfait mobilité durable. Donc, on a un formulaire de déclaration en ligne d'indemnité kilométrique vélo. Le troisième point, c'est qu'on prend en charge le partage des abonnements de transport en commun. Donc, il y a un seul budget pour tous vos salariés. Donc, que ce soit transport en commun ou achat de vélo, eh bien, c'est un seul budget. Et puis, le dernier point, c'est la possibilité également d'avoir des abonnements. Aujourd'hui, la mobilité, c'est souvent des abonnements. Donc, par exemple, des abonnements de transport en commun avec lesquels on paye avec des IBAN ou des abonnements, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple francilien. Aujourd'hui, quand l'Île-de-France a mis en place un produit qui s'appelle Véligo Location, donc qui permet de louer des vélos, eh bien, nous, on est capable d'éditer un RIB de façon à ce que le salarié, eh bien, il puisse être débité directement sur son compte Betterway. Donc tout ça, c'est la proposition de valeur de Betterway. Alors j'ai encore juste une minute pour vous faire un peu de remontée terrain. Aujourd'hui, nous, on a livré nos premiers clients à partir du mois de septembre. On a des clients qui sont partout en France, des grands comptes ou des ETI. Et aujourd'hui, on a une remontée terrain qui est autour à la fois de la simplicité pour le salarié. Donc le salarié dit, moi, j'ai une carte, je vais pouvoir l'utiliser là où j'ai envie pour tous mes usages, que je sois un cycliste invétéré ou un utilisateur des transports en commun, ou même un peu des deux, en fait, ce qui arrive de plus en plus, des gens qui mixent les mobilités. Et puis pour l'entreprise, on a une vraie, que ce soit avec nos clients Alliance, Back Market ou Groupe Pasteur Mutualité ou les autres, Vinci par exemple, on a un vrai accompagnement de l'entreprise pour que cette mise en œuvre soit la plus facile possible. Très bien, Denis. Alors, je vous entends, mais j'ai l'impression que votre caméra est bloquée. Mais j'espère que voilà, tout le monde vous a bien entendu. A priori, il y a eu un petit moment voilà, où ça a un petit peu coupé, mais a priori, à la fin, voilà, ça allait mieux. Merci beaucoup, Denis. Je vous en prie, je t'en prie, et à votre dispo pour les questions. Oui, alors il y a eu énormément de questions. Alors vraiment merci à tous parce que c'est du coup très très riche en questions. J'ai essayé moi de les diffuser au maximum aux personnes pour qu'elles puissent au moins en prendre connaissance au préalable et qu'on puisse répondre à toutes vos questions sur le temps qui nous reste. Alors je vais commencer peut-être par je vais prendre dans l'ordre chronologique. Je vais essayer un petit peu de rassembler. Tout d'abord, est-ce que l'achat de véhicules électriques
peut-elle être pris en compte dans le cadre du forfait mobilité? Alors, j'ai diffusé vers une personne, mais après, voilà, je me suis dit peut-être que Charles Simon pouvait éventuellement répondre, mais éventuellement, s'il y a d'autres personnes voilà, qui ont une réponse de la part des intervenants, allez-y. Alors, est-ce que l'achat de véhicules électriques peut être compté dans le forfait? Alors, non, non, non. Donc, comme on l'a dit, dans le forfait, sont éligibles seulement le vélo en propriété, le covoiturage en passager conducteur, les titres de transport hors abonnement et les services de mobilité partagés qui sont mentionnés dans le décret, donc les services de trottinette en free floating, de scooter électrique en free floating, d'autopartage électrique. Mais il y a des aides qui existent par ailleurs pour l'achat de véhicules électriques, notamment des bonus. Ok. Merci Charles. Alors, je demanderais juste peut-être que j'entends quelqu'un qui tape sur son clavier. Voilà, si les intervenants, voilà, juste de faire attention. Si vous n'intervenez pas, de bien bloquer votre son et sinon vous débloquez pour répondre à la question, bien sûr, avec plaisir. Alors, vu qu'il y a beaucoup de questions, je vous propose un peu d'enchaîner. Il y avait il y a une ou deux fois des questions sur est-ce que c'est possible, est-ce que c'est valable sur la fonction hospitalière. J'ai cru voir moi dans l'intervention de Julie effectivement que c'était fonction publique et fonction hospitalière. C'est bien ça, Julie? Je te laisse peut-être me confirmer. Oui, oui, le seul décret qui est sorti, donc c'est bien pour la fonction publique d'État. Les 2 décrets qui restent pour les autres fonctions publiques, c'est bien fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Ok. Une autre question. Alors là, c'est peut-être entre Julie et Denis, je ne sais pas, enfin, ou Charles, Julie, Denis. Quel est l'avantage du titre de mobilité par rapport à un versement d'argent? Voilà, donc là, je pose la question aux intervenants. Moi, je peux juste répondre, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le titre mobilité, tel qu'il a été écrit dans la loi, est juste, entre guillemets, un outil. Et il est censé faciliter la vie des employeurs, parce que les employeurs connaissent très bien le principe des titres restaurants. D'accord. Après voilà, c'est un outil parmi d'autres. Il y a pas d'avantage. Enfin, c'est-à-dire que là, l'avantage que je vois à verser l'argent directement, c'est que les entreprises peuvent le mettre en place tout de suite. Alors que le titre mobilité, pour l'instant, comme on ne connaît pas les contours exacts du décret, bah, pour l'instant, c'est un peu difficile de répondre à la question. Alors, je vais compléter. Alors, nous, on n'est pas un titre mobilité, on est une solution de paiement, donc c'est un petit peu différent. Mais là, je précise qu'on est live et on délivre dès aujourd'hui, contrairement aux titres mobilité qui devront attendre S1 2021, donc entre janvier et juin 2021. Très concrètement, l'avantage que perçoivent les entreprises, c'est de pouvoir maîtriser leur budget. C'est-à-dire que concrètement, le risque qu'elles prennent à donner en déclaration sur l'honneur, c'est de ne pas pouvoir vérifier que que le salarié a bien dépensé cet argent sur la mobilité. Donc, maîtrise du budget, et 2, visibilité sur ce qui a été fait, notamment d'un point de vue écologie. Laure en a parlé tout à l'heure. Il y a un enjeu à ce que vous sachiez, vous, employeurs, comment vos salariés viennent au travail. Eh bien, la capacité d'une solution de paiement comme la nôtre ou comme les titres de mobilité qui vont apparaître d'ici 6 mois, eh bien, c'est de pouvoir vous donner un petit peu de données pour que vous puissiez savoir comment vos salariés se comportent réellement, est-ce qu'il y a du covoiturage et là où il faut appuyer pour améliorer la mobilité durable de vos salariés. Ok, très bien, merci. Une autre question par rapport là à tout ce qui est achat de VAE ou alors trottinette personnelle. Voilà, est-ce que le FMD peut permettre l'achat ou en tout cas contribuer à ces achats? Pour qui à qui vous l'avez distribué? Là, en fait, je ne sais pas, c'est vous de la part de l'entreprise ou pour ses salariés, je suppose. Enfin, que ce soit pour du déplacement. Bah, Charles, je t'ai déjà en partie répondu. Tu peux continuer. Ouais, Donc, je sais c'est la même pas réponse si vous que voyez. le.
Je ne sais pas si vous Alors, voyez du coup la réponse. J'avais commencé à formuler du coup dans la réponse à la question. Alors du coup, pour répondre, non. Donc il y a un amendement qui est passé, La qui a même été chose validé. qu'un véhicule, qu'une voiture. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. C'est la même réponse en fait que tout à l'heure, la voiture électrique. Oui, c'est ça. Alors du coup, la réponse c'est non. Donc il y a un amendement qui a été validé lors des discussions du projet de loi de finances, permettant de rendre éligible l'achat de trottinettes personnelles, trottinettes électriques personnelles, donc au versement du forfait. Étant donné que les navettes sont pas terminées entre l'Assemblée et le Sénat, donc on peut pas vraiment se prononcer sur si cette mesure va être maintenue ou pas dans le projet de loi de finances et donc valable dès 2021. Donc il est encore trop Mais tôt pour ouais. dire qu'elles seront éligibles pour l'instant, mais pour l'instant elles ne le sont pas. Mais juste pour Ok. compléter, parce que j'ai cru entendre que Si tu pour veux ajouter savoir un si truc à Julie, n'hésite pas. oui, oui, juste j'ai cru entendre la question sur l'achat de vélo. Donc l'achat de vélo, par contre, est bien inclus dans le forfait. Et un vélo à assistance électrique est un vélo. exactement. Et alors, je vous rajoute un point qui a une particularité, c'est que la location de trottinettes électriques ou de scooters électriques est en revanche dans le forfait, est déjà éligible dans le forfait. Donc, si vous louez une trottinette électrique, c'est éligible. Si vous l'achetez, il faut attendre C'est la fin de la loi de finances, comme l'a dit Charles. Et a priori, l'amendement qui est passé fait état que, enfin qui est passé, qui est en cours de discussion, fait état que ce soit éligible à partir du 1er janvier 2022. Donc à partir de 2022, vous pourrez acheter une trottinette électrique et le faire passer dans le cadre du forfait mobilité durable, si toutefois cette loi cet article va jusqu'à son bout, jusqu'au bout. Alors juste, ouais, juste aussi pour compléter ce que je disais en introduction, évidemment les modalités du forfait, c'est-à-dire aussi bien le montant que les modes éligibles, sont discutés dans le cadre des négociations. Alors évidemment, il peut y avoir un accord unilatéral de l'employeur, mais un employeur, même s'il a toute la palette à sa disposition, peut décider de ne verser que 200 € et décider de n'inclure dans le forfait que le vélo, par exemple, ou que le vélo et le covoiturage. Voilà, il faut, enfin, il y a ça aussi. C'est-à-dire que nous, on a ouvert tous les modes, tous ces modes qui ont été décrits tout à l'heure, mais l'employeur peut décider de restreindre la liste. Ok. Alors là, on arrive sur une question, je vous avoue, ça peut effectivement aller à plusieurs intervenants. Qui doit valider un plan de mobilité durable? Doit-on le déposer officiellement quelque part, excusez-moi, quelque part, décider, ah oui, que ce plan soit décidé unilatéralement, c'est un petit peu dur à dire, par la direction ou mis en place dans le cadre d'un accord avec le CSE? Voilà, en gros, la question, c'est qui doit valider et comment doit-on le déposer officiellement et à qui? Voilà. Je ne sais pas qui veut répondre sur cette question-là. Je veux bien commencer, et puis peut-être Charles ou Julie, si vous voulez compléter. Donc le plan de mobilité naît en fait d'une discussion avec le CSE. Ça devient vraiment un sujet social et l'entreprise va réfléchir typiquement, voilà, comme je le disais tout à l'heure, faire ses données, comprendre d'où viennent tout le monde et ce qui est possible de faire en fonction du territoire, du métier, des chiffres, tout simplement du nombre de personnes à distance cyclable, etc., des alternatives. Et ensuite, une fois que c'est très clair, c'est d'abord évidemment un projet interne et ensuite effectivement le mettre, normalement il faut le déposer à son AOM. Alors c'est vrai que c'est un petit peu flou, on ne sait plus trop si c'est obligatoire ou pas de le déposer à son AOM depuis la LOM. C'était très clair avant, maintenant on ne sait plus trop. Il y a des AOM qui sont très actifs et qui courent un petit peu après les entreprises de leur territoire pour justement les inciter à bien déposer leur plan de mobilité. D'autres non, ne sont pas du tout allés toquer aux portes des entreprises, donc c'est moins clair pour elles. Je ne sais pas si Charles et Julie, vous voulez compléter là-dessus. Est-il toujours obligatoire de déposer son plan de mobilité et son plan d'action à son AOM?
Pour non, j'ai pas enfin, de mon côté, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais la LOM dit en effet que le plan de mobilité doit être transmis à l'AOM. Ça, c'est une nouvelle obligation. Après, il n'y a pas plus d'obligation que ça, sauf que s'il n'y a pas d'accord, une entreprise doit établir un plan de mobilité. Après, évidemment, nous, on encourage aussi toutes les entreprises à faire un plan de mobilité parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas uniquement des incitations financières qui vont permettre d'améliorer les déplacements domicile-travail. Et donc, tous les sujets, que ce soit la discussion sur les tiers-lieux, le sujet du télétravail, le sujet du stationnement en entreprise, ce n'est pas dans le forfait, mais par contre, c'est très bienvenu dans les plans de mobilité. Alors moi, je vais me permettre juste de compléter cette question. J'en profite. Du coup, si une entreprise, avant de faire ses négociations annuelles obligatoires, veut faire un plan de mobilité justement pour voilà, plus en interaction et plus efficient ensuite dans le cadre des NAO, elle doit quand même transmettre ce plan de mobilité à l'AOM. En fait, quoi qu'il se passe, dès qu'une entreprise fait un plan de mobilité, elle le transmet à son AOM. C'est bien cela? Moi, je recommande vraiment de le faire en amont, effectivement, de la NAO. Je vous donne simplement un exemple. Une entreprise de 1000 salariés qui se dit oh là là, la NAO arrive, on nous parle de 400 € par salarié, c'est horrible, 400 € fois 1000 salariés, 400 000, je n'ai pas ce budget, j'y vais en prenant des cas de fer, on va négocier à la baisse, même on va dire qu'il n'y en a pas, voilà. Quand on fait son plan de mobilité, qu'on se rend compte qu'en fait, on a 17 cyclistes et, je ne sais pas, bref, un chiffre sur le covoiturage, que ça ne va pas être énorme en fait, et du coup, on se dit, ah, ok, en fait, mon max, les gens qui vont venir me réclamer le forfait mobilité durable, a priori, c'est eux et eux. Du coup, finalement, le budget, il sera bien réduit. Autant y aller à fond, du coup, autant y aller et donner les 400 € pour vraiment faire une vraie conduite de changement et avoir une belle politique RSE. Ça ne sera pas 400 000 €. Et du coup, ça change vraiment la tournure de cette NAO parce que du coup, on a vu les chiffres, on sait vers quoi on va, on a déjà prévu notre enveloppe budgétaire et on y va de manière plus détendue plutôt que de mettre 50 € et du coup, ce soit une demi-mesure qui finalement n'aide personne ni à passer au vélo ni à passer au covoiturage. Donc après, peut-être le déposer à l'AOM. C'était pas très clair dans la LOM s'il fallait à nouveau le déposer sur l'AOM ou pas. Peut-être que, en tout cas, certains AOM ne proposent pas de méthode encore facile pour le déposer. Donc voilà, en tout cas, le faire, on fait quand même d'abord un plan de mobilité pour soi-même, pour ses employés. Et après, voilà, on le dépose pour faire des stats, etc. Mais l'enjeu d'un plan de mobilité, c'est pas juste de se mettre en conformité pour faire plaisir à la web. C'est d'abord pour soi, pour améliorer ses pratiques, pour le bien-être de ses salariés, pour réduire l'absentéisme, pour réduire le turnover, pour améliorer la productivité et surtout pour aussi réduire le CO2, évidemment. Alors, je me permets juste de vous couper, parce qu'il y a encore plein de questions. Faut-il mettre en place une convention particulière avec les salariés pour la mise en place du forfait mobilité durable? Une convention particulière, c'est-à-dire que les modalités, c'est ce que je disais, du forfait mobilité durable, se passent dans le cadre d'un article du Code du travail qui est je le donnerai parce que là je l'ai plus en tête, qui est issu des négociations entre les organisations, entre les OS et les OP. Donc c'est pas une convention spécifique, mais vraiment ça se passe dans le cadre des négociations entre les employeurs et les salariés. Et donc après, pour les entreprises qui sont soumises à négociations obligatoires, évidemment, ces dispositions se retrouveront dans les accords d'entreprise. Et pour compléter, tu me coupes si je me trompe, Julie, concrètement, vous devez faire une information auprès du CSE, une information consultation, et si toutefois cette information n'est pas, comment dire, si vous avez fait cette information, vous pouvez le mettre en place de manière unilatérale.
Donc, il n'y a pas d'accord spécifique. Vous pouvez toutefois utiliser le forfait mobilité durable dans le cadre de vos NAO, puisque dans le cadre de vos NAO, dans le volet QVT, les entreprises doivent désormais parler de la mobilité de leurs salariés. Et donc, le forfait mobilité durable est particulièrement indiqué dans ce cadre-là, mais ce n'est pas obligatoire de le faire passer à vos NAO. Autrement dit, si vos NAO sont déjà passés, n'attendez pas l'année prochaine, vous n'avez pas à attendre l'année prochaine. Vous pouvez toutefois tout à fait le faire passer directement dans les CSE ou de prendre une décision unilatérale. Alors, écoutez, il y a encore vraiment beaucoup de questions et je vois que là, nous sommes arrivés à 1 heure et bon, forcément, le taux de participation commence à diminuer et c'est bien normal parce qu'on arrive à midi, on avait dit midi. Donc, ce que je vous propose, c'est, nous avons récolté toutes ces questions. Il y en a vraiment de nombreuses et on fera peut-être un petit point avec les intervenants. Ça permettra peut-être de faire, au même titre qu'on avait fait pour le webinaire avec la loi LOM, on verra peut-être tout un petit document, peut-être écrit, récapitulatif avec voilà, un écrit pour chacune des questions. Sinon, moi, ce que je vous propose également, c'est pour les entreprises qui veulent participer à l'atelier du 17 décembre, où là, on ira vraiment un peu plus de façon personnalisée sur le forfait mobilité durable, mais avec bien évidemment le plan de mobilité durable et une démarche mobilité dans sa globalité, parce que voilà, on l'a bien compris, il fallait bien avoir une vision globale au sein de l'entreprise sur la mobilité pour ensuite utiliser des outils et entre autres le forfait mobilité durable en fait partie. Donc, je vous remercierai également de répondre à la petite enquête de satisfaction qui va suivre à la fin de ce webinaire. Vous la recevrez directement à la fin du webinaire, sinon par ailleurs dans le cadre de vos mails. Nous restons évidemment à votre disposition pour des questions, des remarques, tout autre, éventuellement des thématiques aussi. On est toujours intéressés pour les prochains webinaires. Je remercie vraiment sincèrement donc des intervenants aujourd'hui. Franchement, c'était de qualité. D'ailleurs, voilà, on voit qu'il y a une émulsion et la dynamique derrière avec les participants, avec ces nombreuses questions. Merci à tous et puis écoutez, belle fin d'année et au 17 décembre, avec plaisir. Au revoir à tous. Merci, Au au revoir. revoir. Merci. Bonne journée, au revoir.